Bonjour les amis, donc bienvenue sur Objectif Pétanque Plus. On se retrouve pour un nouveau reportage. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés dans le département de l'Isère, plus particulièrement au pied du Vercors, à Saint-Lathier, une petite commune iséroise, où nous sommes partis à la rencontre d'un personnage hors du commun. En ce qui me concerne, c'est le premier champion de France, puisqu'il s'agit du champion de France 1986, Patrick Fragnoux. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc merci de nous accueillir à ton domicile. Je t'en prie. Donc nous sommes au pied du Vercors, comme je l'ai dit tout à l'heure. Exact. Une très belle région. Oui, belle région. Tu résides depuis longtemps? Ça va faire depuis 1997. Ça fait quelques jours déjà. Ça fait quelques jours. Donc tu as 62 ans. Si 62 ans. 62 ans. Déjà. Tu es marié avec Jocelyne. Avec Jocelyne. Hein, et tu es commercial. Depuis pas longtemps, 1979. Ah oui. Quelques jours. D'accord, très bien. Toute ma vie commerciale. Alors, Patrick Fragnoux est connu, je pense, dans le département de l'Isère, certes. Dans la région Rhône-Alpes, c'est une évidence également. Mais bien plus loin, parce qu'il y a eu ce titre en 1986 de champion de France doublette avec Patrick Cassier, on va en parler. Mais ce qui serait intéressant déjà, c'est que tu nous dises comment tu es venu à la pétanque. Eh bien, la pétanque, ça s'est passé un peu bizarrement. J'habitais au Cité, chez mes parents. Au péage de Roussillon. Au péage de Roussillon. Enfin, Roussillon, Roussillon. péage de Roussillon, sur ça se touche tout. Donc, tu n'arrives même plus maintenant à délimiter entre tout ce qui s'est construit. Mais à l'époque, on habitait au Cité. Et il y avait un président qui avait décidé la pétanque roussillonnaise, qui s'appelait Santiago Martinez, qui est devenu président d'Isère, arbitre national entre autres, qui avait des très bonnes choses, qui avait fait d'ailleurs pour la pétanque une idée, c'est pour ça que l'Isère avait été forte au niveau arbitre, parce qu'il avait dit, si vous voulez des licences, il faut que chaque club donne un arbitre. Et c'est pour ça qu'on arbitrait l'Isère un peu dans tous les départements. Donc je démarre, je faisais beaucoup de sport, je ne jouais pas à la pétanque, mais nous à l'époque c'était le jeudi, pas le mercredi. Donc ils faisaient des petits concours entre joueurs, c'était pas la pétanque comme maintenant où on jouait, où on apprenait à acheter la boule, ceci, cela, on faisait des parties entre nous. Mais dans les cités, il y avait bien 30-40 jeunes qui venaient jouer. Donc 1972, tu avais 14 ans à l'époque, c'est ça? 14-15 ans, ouais, j'avais 14-15 ans, donc on jouait à la pétanque. Et puis donc j'avais une licence, mais je faisais pas de compétition. Je crois que j'ai fait une fois le championnat junior la dernière année. Oui, tu fais première licence, j'ai vu à 17 ans, junior troisième année. Saint-Marcelin, côté d'où j'habite, là on a perdu en quart de finale. On avait joué autour de la Fontaine, sur la place, on a perdu en quart de finale, bon, on était content, c'était une première. Et puis je jouais beaucoup en vacances, je jouais à Cavalère, donc je suis plus ou moins expatrié là-bas, surtout pour les vacances, où j'ai mes amis, j'ai ma filleule, j'ai beaucoup de connaissances. Et je jouais, mais je jouais sans plus. Je pointais pas trop mal, mais bon, ça s'arrêtait là, si tu veux. Il y avait rien d'autre. Et donc le départ s'est fait là. Et puis après, le fait que j'ai eu quelques problèmes de santé, des rhumatismes articulaires, des différentes choses, je me suis mis à jouer un peu à la pétanque. Et puis surtout, le gros déclic, c'est la rencontre. Donc on est en 1982, on est août, donc je suis en vacances à Cavalère. Et ils organisaient un très gros concours, c'est un des plus gros concours mixtes de France. À l'époque, des mixtes, il y en avait un tous les très longtemps. Tu passais des mois sans faire un mixte. Et donc, ils faisaient le Canadien, c'était un concours mixte, un gars qui était venu pour organiser ce concours à Sainte-Maxime. D'accord. Donc moi, on était à côté, je pars jouer, je ne me rappelle plus avec qui. Et je rencontre là-bas un ami qui est décédé l'année dernière, à qui je rends hommage, qui que tu as connu, qui s'appelle Gilles Berlette, dit Larouille, voilà, qui a fait quelques revues de pétanque aussi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais là, Patrick, et tout. Bon, moi, il savait que j'étais en vacances souvent là-bas, mais lui, il me dit, ben écoute, je suis venu jouer, j'ai joué avec un jeune, que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et la femme à Gérard Tavichan, puisque Tavichan était là-bas à l'époque à le célèbre viennois. Voilà, de la bande viennois où ils étaient une ribambelle de bons joueurs. Et donc ce concours se passe,
Donc Gérard, je ne sais pas si David change le nom, mais sa femme et ce jeune. Dans la journée, on perd, deuxième, troisième, quatrième, je ne me rappelle plus du tout. Et puis le soir, on va manger un bout ensemble. Discute, donc on discute. Et ce jeune, que je ne connaissais pas, s'appelait Patrick Cassis. Donc c'est la première rencontre. Première fois, je jouais avec Cassis. Je pense qu'il ne me connaissait pas, moi je ne le connaissais pas. Et dans la soirée, il me dit, tu veux pas venir jouer avec nous? Je dis, jouer où? Il me dit, avec Malik, on va à Genève, on est deux. Donc Malik Kerjou. Malik Kerjou. Actuellement président du Polygone, voilà. Et qui était à l'époque qui était un bon joueur. D'ailleurs, il a perdu en finale championnat du monde. Avec l'Algérie. Une anecdote, il nous disait toujours, moi je vais au championnat du monde, tu vas être champion du monde. Je dis, moi je vais être champion de la Lune, je le disais en rigolant. Mais il a bien failli, il est. Enfin, c'est un bon joueur. Et vous avez joué tous les trois? Ah mais non, ça se passe pas comme ça. Oh, alors, c'est fin août, mais moi je suis en vacances à Cavalier. Je lui dis, mais Genève, tu sais où c'est? Je lui dis, moi je suis en vacances là. Mais c'était fin août. Et c'est là que, si tu veux, ça a un peu déclenché ma vie au niveau boule. J'ai dit oui. Si je dis non, peut-être que c'était fini. Patrick Fragnou, Patrick Cassis, terminé. Je dis oui. Parce que ce qu'il faut surtout dire, c'est que quand tu as l'occasion de rencontrer un garçon comme Patrick Cassis à 18 ans, il avait tout pour lui. J'allais te poser la question. Tu as senti le potentiel? Non. Alors peut-être pas au niveau bout. Pas le potentiel. Tu as senti une affinité, quelque chose? Mais Cassis, c'était un garçon bien élevé. Oui. C'était un travailleur. Oui. Je veux dire, tu n'avais jamais un problème avec Patrick Cassis. Quand je vois ce qui se passe au jour d'aujourd'hui à la pétanque, oui. Mais je souhaite à tout le monde de rencontrer un joueur. Vous étiez une affinité, plus que ça même, une osmose totale. Après il y a eu l'affinité, mais hormis l'affinité, c'est un mec qui sortait de l'ordinaire. Un gentleman. Ah ouais, c'était, fallait le voir pour le croire. Alors Boule, j'étais un peu secondaire à l'époque, parce qu'on jouait pour s'amuser. Et puis il disait, moi je suis tireur. Alors toujours pour le taquiner, j'ai mis des tireurs comme toi, il y en a 5000 dans le département. Ouais. Pour l'embêter. C'était un fort joueur, mais il fallait rencontrer Patrick Cassis. J'ai dit, je le souhaite à tout le monde un jour de rencontrer. Il ne s'appellera pas Patrick Cassis, il me rencontrer un mec comme lui. Et vous avez entamé. Et après, ça a enclenché. Voilà, donc 83, Patrick vient à Roussillon, prend sa licence, il est à l'armée. Et on a les championnats d'Isère à Échirol. On avance, et on perd, je crois, en 8e ou en quart. Bon, on perd. Donc je le ramène à la guerre parce qu'il partait, il fallait qu'il rentre. Je crois qu'il était sur l'Allemagne. Donc on prend le train, puis terminé, 83 se passe, on fait quelques concours sans plus. On attaque après 84. Oui. 84, donc on jouait avec mon copain d'enfance, Jacques Malène. Okay. Alors Jacques, il faut savoir que c'est un garçon qui a droit, mais qui ne faisait pas du tout de compétition. Parce que bon, station de ski et camping. Donc les week-ends, condamnés à ne pas jouer. Le fameux Jackie. Le fameux Jackie Malène, voilà. J'ai une anecdote après que je te raconterai aussi. Et donc, suite à ça, on fait les championnats, on va à Brignoud. À Brignoud, oui. On avance, et il y a 3 équipes qualifiées. Oui, excuse-moi, je te coupe, c'est à cette époque-là, il n'y avait pas que le champion dans l'Isère qui était... 3 équipes. Il y avait 3 équipes. Il y a toujours eu 3 ou 2 dans l'Isère. Voilà, c'est important de le dire. Et après, les autres allaient à la Ligue. 4 équipes allaient à la Ligue. Donc, vous avancez. Et nous, on avance. Et à Brignoud, minuit moins 5, on joue, on perd contre Bugada, et on fait la partie pour le 3e contre l'équipe de Grenoble. Minuit, arrêt des projecteurs, mais personne ne le savait. La partie qualificative. Partie qualificative, voilà. Arrêt des projecteurs. Alors, on peut amener les voitures. Alors, amène les voitures. Bugada termine la finale. Ouais. Et nous, je ne sais pas s'ils l'ont fini, je crois qu'ils ont dû la finir. Et nous, on est sur une mène, mais on est à l'agonie. On est à l'agonie sur ce stade. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quand on est jeune, des fois, on dit des choses. On est 2 à 6 ou 2 à 7. J'ai une boule, ils en ont 3. Et on attend, les jours ils finissent. Alors nous on est dans le noir, on attend. Et je discute avec les gars. Je dis, il faut trouver un autre jeu, il faut partir en ville, trouver un autre jeu. Et je leur dis, vous savez, on va changer de jeu, on ne sait pas comment ça va se passer, le temps de s'habituer et tout. Ouais. Je leur dis, dans la main, je vais d'en faire 1 ou 2. Ouais. J'ai une boule, ils en ont 3. Hein. On ferait mieux de partir 0-0. Alors tu penses bien la réponse, ils m'ont rigolé au nez. Ouais. Amène les voitures, dans la main j'ai marqué. Et après, dans la main, j'ai marqué, et on est parti, et on part dans un bar à Brignoud, derrière, avec la lumière, alors pareil, c'était comme tout lisse, et le gars, il s'est trouvé de Grenoble, tapé gagné, il va au championnat de France à Bastia, manqué perdu, il va à la Ligue à Chambéry. Alors, pointeur qui a la boule, il tire, il a fait un crochet inimaginable, donc on était content, on a ça, puis je lui dis finalement, c'est mieux, parce que pour toi, Chambéry, c'est moins loin que pour moi.
Donc vous allez au championnat de France à Bastia. On va au championnat de France à Bastia. Et puis donc il y a cette anecdote que je t'ai racontée Oui. là, donc vite fait, on jouait contre un gars là, qui soi-disant faisait à Martigues des belles parties, et qui jouait avec un ex-commissaire de Lyon, que Patrick connaissait bien sur bateau, il nous disait ouais, il fait des parties, il est très très fort, je dis bon ben ça va. Et puis je dis à Patrick, bah tiens encore, ça serait bien qu'on joue, il vaudrait mieux jouer contre Fouillot que contre les Corses, mais pareil, je disais ça comme pour passer le temps quoi. Et on arrive à 6 h du matin, voilà, on ouvre le journal, Fouillot, Cassis, une équipe du Nord qui jouait avec des boules jaunes d'ailleurs, et ce fameux tireur là, qui faisait des parties d'intérêt là, à Martigues, d'une somme importante. Premièrement, je joue contre ce type, là, donc, et le commissaire. On a gagné 13-1, le gars n'a touché une boule dans la partie. Patrick, il m'a dit, bah, on rentre pas, on s'arrêtera à Martigues au retour, il m'a dit. Et après, on a joué contre Fouillot et on a gagné Fouillot. C'était la première fois qu'on jouait contre Fouillot. Et après. D'ailleurs, dès qu'on est sorti des jeux, Voilà. il y en a une équipe qui est venue nous féliciter, c'est Max Odou, D'accord. avec Maurice Agulon, et le troisième, je crois que c'était Sutra. Cette année-là, donc vous allez jusqu'à quel niveau? On perd à l'avant-dernière du soir, on jouait sur la plage, on est resté, montre en main, 1h10 sans toucher une boule. Jacques en chopait point, Patrick point. Alors on a tourné, la première que Patrick a tirée, on jouait dans le sable, il faut le savoir, à 25 mètres de la mer. La première qu'il a tirée, elle a fait casquette, la boule est montée, elle est retombée sur place. Et moi je ne pouvais jamais tirer la dernière, parce que c'était tout autour, c'était tout à eux. Impossible. Et on a perdu contre l'équipe de Saône-et-Loire, mais bon, on n'avait pas bien tiré. Ça, Et on remet le couvert en 85. 85, on est champion d'Isère. Mais là, pour être champion d'Isère, ça sort de l'ordinaire. C'est à Roussillon. Chez nous, sur la place infernale. Cette fameuse place du Cabanon. La place du Cabanon, elle est terrible. L'Isère décide de faire 96 triplettes cette année-là. Pourquoi, comment, j'en sais rien. 96 équipes Ouais, qualifiées à l'issue Au des lieu- éliminatoires. Ni 64, ni 128. Donc, il y a un cadrage. On fait la première après les poules, on est 1 à 12. On gagne 13 à 12. On attaque la deuxième, pas la deuxième, la troisième. Le cadrage, on ne le fait pas, bien sûr. On était à Roussillon, on était les derniers. Les gars, ils avaient fait 2 parties, nous, on n'avait pas attaqué encore l'autre. Oh là là. On attaque la deuxième, on est 1 à 12. On gagne 13 à 12. Encore. Ouais, il y a une boule, Patrick, il a tiré en bout de ligne, je crois qu'elle a fait 3 cm. Elle était d'un côté de la ligne, elle est passée de l'autre côté de la ligne. C'était pour vous. Gagner celle-là. Et en quart, on joue contre Simonato, Walter, Oui, je connais. Claude Hellman et le gars, je ne me rappelle plus son nom, qui tenait le bar à Grenoble. On est à l'agonie. Donc on a perdu, Jacques tire, le but rebondit dans les nôtres, enfin on s'en sort. Et Claude, il chantait. Claude, c'est mon collègue, Oui, Hellman. oui, bien sûr. Il chantait, et finalement, pareil, 1 à 12, on gagne 13 à 12. D'ailleurs, je me rappelle la réflexion de Walter qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il dit à Claude, tu veux pas continuer à chanter là un moment? Et demi-finale, finale, pas de partie. D'accord. J'ai fait tirer Jacques de rafle au milieu des cailloux. Il m'a dit, mais on va pas s'en sortir. On a gagné Michel Signière en demi-finale. Et en finale, contre le poteau où c'était intirable, je lui dis, tu vas voir ce qui va se passer. Alors c'est le moment, il passait à 2 mètres à côté. Et en face, le tireur qui manquait pas s'est mis à tirer rafle. Tu vois, comme quoi c'est psychologique. Et on a été champion d'Isère. Pour nos amis qui ne connaissent pas la place du Cabanon, c'est une place très sélective. Hein, ouais, Patrick, c'est terrible. on essaiera de consacrer un reportage sur le National de Roussillon, parce que c'était vraiment un ça a sacré été événement. Et ce terrain, un ce très grand fameux moment. terrain, avec redouté, notamment la piscine. tu te redouté souviens de tout le monde. Ah, ouais. Redouté de tout le monde. Donc on passera sur 85, où malheureusement en France, vous êtes Non, rien, pas de bons résultats. Et 1986, 86. une année inoubliable. Ah bon, 86, grosse année. Vous êtes Point du champion. championnat, donc on est champion d'Isère à Corbelin. Ça se passait, Doublette. Doublette, ouais, ça se passait pas bien. Corbelin, c'était sur un stabilisé. Et il faisait une chaleur épouvantable. Une ou 2 parties, j'ai pris le tir. Patrick, et j'ai passé le soleil. Il m'a dit, il faut que le soleil il passe derrière la montagne. Et puis après, le soleil est passé derrière la montagne, j'ai retrouvé Cassis. Donc je me suis remis à pointer, mais c'était infernal. Une chaleur à Corbelin. Et on se qualifie pour le championnat de France doublette. Donc champion ou Champion d'Isère, champion ouais, d'Isère, ils en prenaient qualifié. qu'un, ouais. Et ils en prenaient qu'un, c'était important d'être champion, il n'y avait pas... Faut gagner, ouais, Et faut donc gagner. qualifié pour Albi. Voilà. Et Patrick me disait toujours, parce que bon, il faut savoir que, hormis avec Patrick, on faisait toujours les championnats avec un copain de Roussillon, mais qui faisait pas du tout de compétition. D'accord. Donc, qui était pas mauvais aux boules, mais il prenait les boules, il faisait le championnat, puis terminé. Donc on voyait Jackie, plus. c'était pas- Jacques, il n'avait pas le temps avec son boulot, tout ça. Donc, c'est pas qu'il était plus mauvais que nous, c'est que son métier faisait que. Et on peut le saluer, Jackie, qui doit être Salut, là-haut Jackie, si tu nous à regardes. Saint-Julien-la-Molette, s'il nous regarde.
Et Patrick, il me disait toujours, quand on ira en doublette, on sera champion de France. Quand on ira en doublette, on sera champion de France. Et moi, je disais, ouais, on sera champion, ouais, je veux bien le croire, mais... tu sais, c'est comme quand on dit, tu vas gagner l'auto, c'est pareil. Et vous vous retrouvez là-bas. Voilà, on se retrouve là-bas. On avait quelques résultats dans les nationaux, mais on se retrouve là-bas. Mais des équipes comme nous, il y en avait à l'appel, si tu veux. Et petit à petit... Et puis on avance. Le premier jour, on joue pas mal. Le deuxième jour, en huitième, on est passé à travers les gouttes. On reprend une équipe qu'on avait gagnée, l'équipe de l'Aude, dans les poules. Et on n'est pas bien. On est 2 ou 3 à 11 ou à 12. Le gaz, ils ont toutes les boules pour le mettre. Mais bon, c'est pas évident. Mais s'ils les mettent, on a perdu. Et il y en a un, ils n'ont pas mis. Ils ont mis 12, donc on a gagné 13 à 12. En quart, on prend nos deux amis, nos deux collègues, la famille Pérec, Chaloux aussi, avec Charpin, Patrick Charpin de Haute-Savoie. La Haute-Savoie, voilà, oui. Donc on gagne. Et puis après, il arrive ce fameux carré d'honneur. Alors là, c'est le carré avec les grosses équipes. Ardèche, Foyot, Le Beau, Fasino voisin, et puis Vioujas et Brard de l'Ardèche. Très. Voilà, donc les délégués nous disent on va manger ensemble à midi, on va à la cantine, voilà. Vous étiez les deux petits jeunes là, hein? Ouais, on bougeait pas une oreille. De toute façon, Patrick disait jamais rien au bout. De toute façon, c'était un avantage. Et puis on écoutait. Les délégués disaient voilà, mieux jouer contre l'Ardèche, ceci, cela. Ben, nous-mêmes, on disait oui, tant qu'à faire. Patrick, sans vous manquer de respect, c'est vrai que tu m'as dit, tu nous as confié tout à l'heure que tu sentais que c'était pas de la moquerie vis-à-vis de vous, ni du mépris, mais vous étiez des jeunes, donc à quelque part, bon ben, eux. Les autres étaient un peu plus sûrs d'eux. Oui. Et vous avez peut-être joué sur ça, sur cette... On ne vous connaissait pas, voilà. C'était un autre cran, si tu veux, c'était le cran dessus. Tu prenais Fasino voisin, tu prenais, je te dis, on l'a pris... Fasino et voisin, on l'avait pris une fois en finale à Saint-Etienne avec Jean-Luc Robert. On avait perdu cette finale, j'avais pas été très bon, le gros national d'hiver. Et donc on les prend en demi-finale. C'est eux que vous prenez, voilà. Oui, on vient me voir, je bois un café avec René Coulon, il y a un gars qui vient me voir, il me dit vous prenez l'Ardèche. Bon, alors sans être moqueur, je l'ai toujours raconté après, je dis on aurait peut-être pris l'Ardèche, on aurait perdu, tu vois, finalement. D'accord, et vous bizarre. Et j'arrive, il y a le moustachu, je dis celui-là il n'est pas de l'Ardèche, je dis je le connais, donc on prend Christian avec Daniel Boissin, qui nous a quittés aussi il n'y a pas longtemps, suite au Covid, pensez pour Daniel. Et donc, cette partie, elle dure, parce qu'on jouait très doucement, bien sûr, il n'y avait pas l'histoire de la minute à l'époque, heureusement, autrement on était radiés à vie. Et donc, on gagne 13 ans. Il y en avait pour tout le monde, on gagne. Voilà. C'était votre jour. Et Foyot avait gagné en 1 heure l'Ardèche. Voilà. Et là, tu nous as confié tout à l'heure que tu savais que tu serais champion de France. Ah ben ouais, là après j'ai un mot vis-à-vis de Patrick, bon, sans dénigrer personne, j'ai dit, on avait joué, je sais pas, 5, 6, 7, 8 fois contre Marco Foyot, on n'avait pas perdu à cette époque-là, donc je dis à Patrick, on a gagné, je dis, ben, on est champion d'Isère, je lui dis, oui. On va gagner, je lui dis, maintenant on est champion de France, je lui dis, Marco, il nous gagnera demain, je lui ai dit texto, il nous mettra une tôle demain, mais là on va y passer la nuit, on va gagner. Et pour te finir. Bien sûr, sans manquer de respect à non, ni à Lobo, ni à Robert Lobo. Ni à Robert Lobo. Qui était 3 fois plus fort que nous, mais bon, tu sens des choses des fois. On en parlera tout à l'heure, tu avais cette prémonition. On avait 24 ans, on aurait mangé. Insouciance. On aurait mangé les graviers, on avait l'insouciance. Moralement, on était très fort, c'est ce qui nous sauvait. On craignait personne. Et cette finale. Sur le terrain, c'était nous les plus forts, malgré qu'on n'était pas les plus forts. Et elle se déroule comme prévu, il n'y a pas de. Si, cette finale, si à un moment donné. Ils tirent, on a joué nos boules et ils tirent, mais bon, toutes nos boules sont derrière et les siennes sont devant. Et Marco tire, ou le Beau tire, à un moment donné, ce qui devait se passer, il y a une qui a contré, alors je ne me rappelle plus dans cette semaine combien il y a eu de points. Et puis la dernière main, où Foyot il tire, on a 4 boules en main, il tire, il tape, et en tapant, il rebondit sur le but, et le but part, si tu veux, à 14-15 mètres, mais au lieu de jouer dans un sens, on joue dans l'autre, parce que tu as 4-8 jeux, hein, c'est immense la place que tu as. Donc il reste une boule, on a 9 et on tient. Et Marco vient, je ne sais pas, 50 ou 60, et Patrick peut la tirer devant, celle-là, heureusement. Et s'il fait carreau, on a gagné. Il a tiré, il a cadré. Moi j'ai jeté la boule, et j'ai dit à Patrick, fais gaffe, sur le goudron, il y a un petit monticule. Patrick il a pointé, je ne sais pas s'il l'a crocheté ou quoi. Bon, il y avait 10 mètres pour le mettre. Ouais. Il l'a mis, mais les spectateurs, ils n'avaient pas, ils ont fait haut. Ouais. Et on a gagné comme ça. S'il n'y a pas ce coup du sort, peut-être qu'on gagne, mais sûrement pas sur ce domaine-là. Et ça te permet, on va le montrer parce que c'est rare et en même temps. Ah ben il n'y en a plus des comme ça. Voilà, donc ce fameux maillot tricolore dont
Plein de gens rêvent, hein. Ouais, Tu te rends compte le Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, celui-là, il est champion de France. Il y a beaucoup de gens qui confondent entre aller au championnat de France et être champion de France. Moi, je suis très touché, très ému, je te le dis, de le toucher. Toi, je pense pour toi, c'est une habitude. Mais malgré que j'ai pris 20 kilos, on les a mis il y a 3-4 ans à Tournon avec Patrick, j'entrais dedans encore. Bon, il me boudinait un peu. Il est beau, il est digne et il est mérité. Ouais, voilà. Donc je sais pas ce que j'en ferais, si je le donnerais dans un musée ou quoi. Parce que bon, quand je serai plus de ce monde, il faudra que quelqu'un le récupère, quoi. Donc la consécration, ce titre, après, il y a de la confirmation, il y a quand même malgré tout encore des titres, Patrick. Alors après, il y a des titres, mais bon, les titres, si tu veux, les championnats, quand j'y pense, je me demande combien de fois j'ai gagné. Je vais dire, enfin, pas combien de fois, mais comment j'ai fait pour gagner avec mes copains, parce qu'il faut savoir qu'à part avec Jérôme de Souza et Nicolas Tavian, j'ai jamais joué les championnats avec des gars avec qui je faisais la saison. Donc déjà, quand je jouais avec Patrick, la saison était que 2, donc on appelait toujours pour avoir un tireur avec nous, un troisième. Et après, tous les championnats que j'ai gagnés, hormis avec les deux gamins, comme moi je l'appelle gamin, des plus jeunes que moi, qu'on a gagné la Ligue et la Super League, j'ai toujours joué avec des copains. Donc, je veux dire, c'était plus dur après, quand on était dans l'Isère. Après, au France, c'était déjà plus dur. Déjà, pas bon niveau, parce qu'il n'était pas forcément très très bon. Et puis, souvent, le copain qui jouait avec moi, il jouait des fois... là, pour s'amuser, pour passer une journée. Le meilleur, c'est quand même avec Alain Ferron, on a discuté. La semaine avant, je lui passe un coup de fil pour savoir si on faisait les championnats d'Isère, parce qu'il ne jouait jamais. Et mon épouse qui allait jouer, elle m'a dit, je joue au championnat d'Isère. Je lui ai dit, mais attends, mais moi, j'y vais pas. J'ai appelé Alain Ferron, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, bah, si tu veux, on y va. Il n'avait pas acheté une boule de l'année, on a perdu en finale. Ah, vous avez perdu en finale. A perdu en finale, 13-9. Le but, il est parti sur 100 mètres. On était champion d'Isère avec Alain. Alors là, ça aurait été le pompon de l'année. À Grenoble. Et Patrick Fragnoux est quand même champion il y a 2 ans, puisqu'il a passé, il n'y a pas eu de titre. C'est avec 2 amis. Ah oui, oui, mais là j'ai une bonne équipe, hein, avec René Amico et Max Odo. Donc on a quand même une équipe qui tient la route, je veux dire. Alors pareil, quand on est vétéran, il y a des vétérans qui ont des problèmes de santé, d'autres qui n'ont pas de problème de santé. Tout est là. Tu as des gens qui ont 60 ans, qui sont un peu cassés comme moi avec la route, avec les accidents que j'ai eus, donc entre l'arthrose et ceci, cela. Et puis tu vois des mecs qui ont 75-80 ans, qui n'ont pas de problème de santé. Mais ce qui m'impressionne en vétéran, c'est le tir, la puissance de tir qu'ils ont. Ah oui. Tu vois des gens, mais j'ai fait 2-3 nationaux, mais ils font du 8, du 9 sur 10. Il y a des vétérans, je te promets, qui n'éparaient pas du tout dans un concours senior. Hein, je veux dire, loin de là. Quand tu vois, bon là c'est une exception, tu vois Michel Briand, oui. Il fait des moyennes atomiques. Bon, parlons pas de Christian Fasino, oui. Qui est un gars de l'au-delà, mais je veux dire, tu vois des vétérans qui font des très très grosses moyennes. Donc, hormis ces résultats au championnat de France, champion de France et ces résultats à la Ligue, on pourrait développer tout ça, mais il y a aussi eu une kyrielle de victoires, de réussites dans les nationaux, internationaux de l'époque. C'est toute une histoire aussi, Patrick. Ah ouais, c'est le plus important d'ailleurs, je pense que c'est la page la plus importante. Alors on a commencé déjà en 82. 82, c'est pareil, alors on n'a pas le temps, mais il y aurait des épopées. Oui. On est parti avec le Joe Poppy, 2 équipes à Oyonnax, on s'est trouvé les 2 en finale du national, mais bon, il y aurait de quoi raconter, de faire 20 films de 10 heures. Et donc en finale contre le Joe Poppy, on n'a pas eu ce final, mais j'étais content d'avoir perdu parce que c'était mon ami Joe Poppy. Et on est parti 6 jeunes, 4 jeunes et Jacques Pinel aussi. Ça a été un enchaînement. Après, ça a été un enchaînement. Il y a eu la rencontre, bien sûr, avec Jean-Luc Robert, ça c'est important. Qui était sur Montélimar. Qui était sur Montélimar. Donc, on salue Jean-Luc. Salut Jean-Luc, ouais. Ça c'est le déclic. Ça a commencé, le National de Roussillon, il ne faisait pas le Grand Prix des commerçants le lundi. Donc le lundi, il n'y avait rien. Et il y avait un Grand Prix à Château-Renard. À Saint-Rémy-de-Provence ou Château-Renard. L'un ou l'autre, je ne me souviens plus. Et je l'ai peut-être marqué. Oui. Et il me dit, on est 2, si tu ne veux pas venir avec nous, avec Jean-Michel Codina. C'était le gars avec qui il jouait dans la troupe. Et nous voici partis, donc, et on a partagé. Bon, ça s'est bien passé. Donc on s'est liés d'amitié, tu vois. Bon, Jean-Luc, c'était quand même quelqu'un qui... Sacré joueur. Ouais, je pense que quand les gens disent, bon, ça c'est un truc que je pense moi, que Jean-Luc a besoin de quelqu'un pour gagner, Jean-Luc, il n'a jamais eu besoin de personne pour gagner. Il s'appelle Pierre ou Paul, il pouvait gagner tout seul. C'était un monstre. Il pouvait tirer dans n'importe qui.
et il pointait à la perfection. Dans tous ces nationaux, régionaux, est-ce que tu as eu... Il y en a plus particulièrement qui t'ont marqué, que tu as gagné souvent? Les premiers, ceux que j'ai partagés le plus souvent, mais que j'ai pas gagné, c'est Mâcon et Gex. J'ai dû les partager, je crois, au moins 4 ou 5 fois, j'ai jamais pu les gagner. Mais tout arrivé, mais enfin, pas gagné. Je vois 9 fois Varennes-sur-Allier qui est quand même... Varennes-sur-Allier, on a passé souvent avec Franck Perrault. Ah oui, Franck, il faut le citer aussi, Perrault, sacré joueur de la Loire. Bien sûr, c'était le fils, le père. Le père à Cindy. À Cindy, voilà. Donc là, les nationaux, ça a commencé, comme je te disais, avec Jean-Luc et Patrick. J'ai présenté donc Jean-Luc et Patrick, et il dit bien, on va jouer. Parce que Jean-Luc jouait avec ses 2 collègues de Montélimar, mais il ne voulait pas faire de la compétition. Donc Jean-Michel Codina et Philippe Deloum, et il disait donc, si vous voulez, on peut jouer ensemble. Donc on a fait quelques-uns, on a commencé donc 85, on fait la finale à Fontaine, c'est pareil, à Fontaine, Passo, Capo, Salvador. Et on est en demi-finale, et on joue contre une équipe de Lyon. Et on était inconnus, on était champion d'Isère, on n'était pas connus. Et on joue contre 3 jeunes du Rhône, ils nous disaient, vaut mieux que vous jouiez vous la finale que nous. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils avaient vu dans une boule de cristal ou quoi. Et cette finale, bien sûr, pas de partage. Ils ne partageaient pas. Et on gagne. On gagne assez facilement. Donc, d'ailleurs, c'était la seule fois que je crois qu'on n'a pas partagé contre eux. Après, on a joué 1 ou 2 fois contre eux. Ils étaient venus se déplacer pour nous demander. Malgré qu'ils étaient plus forts que nous. Il y avait déjà des partages quart, demi à l'époque où c'était moins répandu? Moins, rien à voir. Non, c'était... Déjà, nous on n'était pas pour le partage. Déjà, oui. L'avantage, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Patrick travaillait, Cassie, je travaillais, on ne jouait pas pour l'argent. La première chose que je lui ai dit à Patrick, quand on a décidé de faire de la compétition, je lui ai dit, si on fait de la compétition, mais on ne va pas jouer pour l'argent parce que ça rend con. Excuse-moi, mais... C'est énorme ce que tu dis. Je lui dis, l'argent, ça rend con. Je lui dis, alors, on va prendre notre voiture, qu'on mange à Roussillon ou à Lyon ou ailleurs, c'est pareil, on aura les frais d'hôtel. Voilà. Jamais de sponsor, jamais de... Non, à ce niveau-là, pas de sponsor. Je vais dire quelque chose peut-être qui va mal passer peut-être vis-à-vis de ça. Quand on était champion de France, on a eu une proposition de 30 000 francs. À l'époque? À l'époque, en 1986. Il fallait changer de club. Moi, j'étais roussillonnais, donc je jouais à Roussillon. J'ai dit, Patrick, c'est toi qui décides. Et bien, tout Patrick Cassé qu'il était, il a dit, on reste à Roussillon et on paiera notre licence. Fidélité au club qui vous a permis d'être champion de France. Tu vois? C'est beau. Alors que jamais viennent pas les gens dire, tiens, Cassis ceci, Cassis cela. Okay. Il a dit non. Tu savais qu'il allait dire non, de toute façon, je pense. J'aurais suivi. Ouais. J'aurais suivi, 30 000 francs, c'était important à l'époque. Oui, d'accord. Patrick Cassis a dit non. Voilà. Donc, cette époque des nationaux, elle s'est accompagnée aussi. L'équipe de France, elle n'était pas loin à un moment. Hein. Alors, il y a eu 2 possibilités. Il y a 1986, on nous dit, on en parle, mais bon, malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Il y a 3 équipes françaises qualifiées, parce que la France est championne du monde. Et donc, on nous dit, vous allez peut-être aller avec René Coulon. René Coulon, donc, qui est champion de France tête à tête, et nous deux. Discute. Le problème, si tu veux, c'est qu'on est arrivé 10 ans trop tôt. Personne, la Ligue, si tu veux, c'était inconnu. Maintenant, la Ligue est importante. Tu veux dire qu'au niveau la de Ligue Rhône-Alpes, la Ligue Rhône-Alpes, si tu veux, pour te donner un exemple, on était les premiers champions de France seniors. On est arrivé au championnat de France en 87 pour défendre nos titres. Il y avait une équipe qui n'avait pas de chambre, c'était nous. Parce que le comité ne savait pas, le secteur ne savait pas, la Ligue ne savait pas. Personne ne savait, qu'est-ce que tu veux, il y a des champions de France dans le Rhône-Alpes. Alors, c'était tombé sur nous. On en avait parlé avec Christian Cario, il nous avait dit, c'est bizarre quand même, personne n'a un titre dans cette Ligue Rhône-Alpes, alors qu'il y avait des très bons joueurs. Christian Cario, le Stéphanois. Le Stéphanois qui était notre maître à jouer au point. C'était, avec Christian, c'était sûrement un des plus grands pointeurs Rhône-Alpes qu'il y a eu. On lui passe le bonjour. On lui passe toujours à Christian, oui, bien sûr. Et donc, on disait, c'est bizarre, ça ne tombe pas. Qu'il n'y ait pas de champion de France. Et c'est tombé sur nous. Mais ça aurait pu tomber sur plein d'autres équipes. Il y avait le niveau dans le Rhône-Alpes, mais après, il faut un concours de circonstances. Donc, pour avoir un championnat du monde, discute, mais comme personne nous poussait, il aurait fallu, tu sais, si personne t'aide, il y avait la région parisienne, il y avait les anciens, ils envoient une équipe d'anciens. Et à Pinal, ça se passe très mal. Personne ne fait rien. Rien. Tunisie, championne du monde. Donc c'était le championnat du monde en France à Épinal parce que la France était championne du monde aussi. Non, c'était tombé comme ça. Mais il y avait trois équipes. Donc la Tunisie championne du monde. Nous, on n'y va pas.
Et c'est dommage parce que René Coulon, c'était sans doute un des meilleurs joueurs au monde à cette époque-là. T'as un regret quand même là-dessus? Ah ben, je pense, je vais dire sans fanfaronnade, qu'on aurait sûrement été champion du monde. Bon, après, une partie de boule, c'est une partie de boule, mais qu'on n'aurait pas été bon. On a pris les champions du monde d'ailleurs 2 mois après, 2-3 mois après, c'est Tunisien, la fois qu'on a gagné Poitiers. On les a pris en 8e de finale, on les a gagnés, d'ailleurs relativement facilement, avec Jean-François Olmos, que je salue, et Patrick Cassis, avant de gagner en quart de finale, Christian Fasino, avec Daniel Voisin et Loulon. Voilà, qu'on avait gagné. Voilà, on avait fait un très beau parcours. D'ailleurs, tu as vu sur l'article, c'était marqué les champions de France par Gaumont cette année-là. Donc ça, c'est la première occasion vraiment que j'ai eue. Et il y en a une autre. Et puis après en 88, alors en 88, j'ai la sélection en téléphone pour aller au Danemark, à Copenhague, donc pour jouer et avec l'équipe de France. Donc c'est pas un concours, enfin c'est pas un championnat, c'est une sélection. Et ça tombe au mois de septembre. Et au mois de septembre, les championnats dans la Ligue rhône-alpes étaient passés en septembre. Et comme par hasard, ça tombe le jour du doublet. Donc j'ai le choix. Soit je vais jouer à Copenhague, soit je vais faire les championnats d'Isaac avec Patrick. Avec ton ami Patrick. Voilà. Et donc là, il n'y a même pas eu de discussion. On a essayé de faire bouger les choses, on a téléphoné au comité, on a fait à la Ligue, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de Ligue, il y avait 2 équipes qui tournaient en doublette, donc j'avais dit éventuellement vis-à-vis de nos résultats, mais les gens de Patrick Fragnou, Patrick Cassis s'en foutaient complètement, qu'on soit champion de France, ils s'en foutaient complètement, il y avait beaucoup de jalousie à l'époque, donc si on pouvait nous mettre des bâtons dans les roues, c'était beaucoup ça, et finalement ils n'ont pas changé la date. Parce qu'alors, aller au championnat du monde, pourquoi Patrick Fragnou plus qu'un autre? Alors, pour aller au championnat du monde, il fallait déjà, ils avaient pris être champion de France. Donc dans la Ligue rhône-alpes, c'était vite vu, il y en avait 2. Et Patrick et moi, Patrick jouait plus, c'était un peu retiré, donc pour différentes raisons. Gagner des nationaux. Alors là, il a passé une année 87 avec Jean-Luc Robert et Eric Frécault, on gagne à Cannes. Il ne faut pas oublier Eric Frécault, oui. Le Rouennais. Comme j'ai dit, Poitiers avec Jean-François Olmos et Patrick. On va à Niort, on gagne avec Claude Cholet et Yves Salier, un monstre encore de la pétanque. Pensez aussi à Claude Cholet et Yves Salier, que les gens connaissent pas. Yves Salier, Rive de Gier, Claude Cholet, Valence. C'est un monstre. On va à Bellerive-sur-Allier avec Bruno Rocher, on gagne. Les Arts qui ont fait la finale avec Jean-François Olmos et Bruno Rocher. Puis plein que je ne me souviens pas forcément. Mais on gagne, on est dans le coup d'une pléiade de nationaux. Nationaux au Grand Prix, parce qu'à l'époque, le mot national n'existait pas. Il faut le savoir, hein, c'était Grand Prix. Voilà. Maintenant, c'est régionaux, nationaux, internationaux. Mais à l'époque, alors nationaux, je dis pas tant que ça, mais bon, à l'époque, c'était que des Grands Prix. Où je vois que c'était beaucoup plus difficile des fois de gagner les Grands Prix que quand tu vois certains nationaux qui se sont déroulés après avec 80 ou 100 équipes. Mais enfin bon, c'était l'époque qui voulait ça, si tu veux. Voilà. Donc c'était important d'être dans champion de France, de gagner des nationaux, de faire de la compétition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bons boules, mais qui n'aiment pas forcément la compétition. Hein. Sortis de là, alors qui était valable. Voilà. Alors Patrick, on en arrive un peu à la conclusion, on pourrait parler des heures. Hein. Ah oui, mais des livres. Souvent en rigolant, je dis on va faire des livres. Donc mon ami Philippe aura un montage monumental. Il y aura quoi couper, ouais. Parce qu'on fait des reportages maintenant un peu trop longs, il faut qu'on en arrive à être un peu plus succinct, parce que les gens aiment bien le succinct. Mais avec Patrick Fragnou, champion de France, moi qui te connais bien, et les gens qui te connaissent le savent aussi, tu es un grand bavard, un grand passionné, et tu nous l'as démontré. Mais tu voulais, je crois, aborder la pétanque d'aujourd'hui, parce que depuis 1982 jusqu'à 2020, donc c'est 40 ans de pétanque, tu en as vu passer des choses, et aujourd'hui, comment tu la juges, cette pétanque de 2020? Ah, la pétanque, la pétanque du jour d'aujourd'hui a des règlements qui me font des fois bondir. Alors, le pire, je pense que c'est, je sais pas qui a eu l'idée, bon, souvent, tu sais, on est géré par des gens qui ne connaissaient pas forcément le monde de la pétanque ou qui n'ont jamais fait de compétition. C'est pas des joueurs, c'est voilà, pas forcément des joueurs. Et alors, le pire, je crois, c'est ce fameux arrêt de partie qu'ils ne font plus. Il est indispensable au jour d'aujourd'hui d'arrêter les parties tous en même temps, 12h, 12h30 et reprise 14h, 14h30. Et arrêter de faire les joueurs jusqu'à 14h, 14h30, sortir des poules. Ça, c'est la plus grande aberration qui existe. Ça, il faut absolument y supprimer. Les gens, déjà, ça fera tourner quand les restaurants rouvriront les restaurants, les gens peuvent s'alimenter, et après, ça marchait comme ça, et ça marchait très très bien. Il y a qu'à être un peu plus sévère sur les gens qui mettent 3 heures ou 3h30 et puis le début des parties pour arriver après coup. Voilà. Tu disais le début des parties, je crois que ça début des parties, des concours.
Alors notamment dans les boulodromes, hein, la nouvelle mode, c'est de mettre une équipe complète, c'est-à-dire que tu as une équipe qui joue, une équipe qui attend. Tu mets des poules dans un seul jeu. Voilà, et les concours commencent à point d'heure. Alors absolument limiter ça. Il y a 32 jeux, et ben tu prends 64 équipes, il y a 16 jeux, tu prends 32 équipes. Tu fais éliminatoire, tu arrêtes de faire ces parties qui durent un temps infini. Tu avais d'autres choses. Ah oui. Ah ben, qu'est-ce que j'avais marqué? Les championnats, c'est pareil. Les championnats, quand tu peux pas commencer à 8h, tu vois que tu peux commencer à 9h le premier jour. Et puis, essaye s'il fait beau, puis que le lendemain, ils annoncent de la pluie, tu fais faire une partie de plus. Sois pas rigide, il faut pas être borné. Le problème, c'est que souvent, mais il faut que ça arrête. En 16e, les 8e, c'est demain. Mais demain, 8e, ils annoncent de la pluie ou de la neige. Ça fait rien, vous jouez. Bien sûr, ceux qui dirigent, c'est pas ceux qui jouent. Tu vois, il y a manière d'assouplir les choses. Adapter les charges en fonction des conditions climatiques. Adapter. Voilà. Tu commences un concours, le premier, il y a de la route à faire le matin, il y en a qui partent à 5h du matin, fais commencer à 9h, et puis le lendemain, tu vois, tu dors un peu plus. Il y a des tas de choses à améliorer, mais c'est évident, ces choses-là. On dirait que ceux qui organisent, ils savent pas. C'est pas évident. Je crois qu'il y ait un peu plus d'élite, une élite peut-être qui se dégage. Ah oui, il faut absolument sortir une élite. Mais bon, quand je vois ce qui se passe, on m'a raconté, puisque c'était hier le PPF, quand je vois ce qui se passe, je crois que la pétanque, il faut qu'elle reste à son niveau. C'est dommage, on a manqué les Jeux Olympiques. Alors les Jeux Olympiques, si tu veux qu'on les ait manqués, c'est pas grave. Vu la pétanque comme ça se passe, c'est pas grave. Puis les Jeux Olympiques, ça dépend un homme, une femme. Voilà. Le sport boule, si tu veux, a manqué l'olympisme, surtout pour les finances. Il faut savoir que le sport boule touche au jour d'aujourd'hui du comité olympique. Pour le sport boule, alors il y a la RAFA et la Lyonnaise. Oui. Actuellement, tu touches 32 000 $, puisque c'est payé en dollars. Si tu es sport olympique, tu touches entre 2 et 3 millions de $. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est pas question d'envoyer 2 mecs à la longue, 2 mecs à la RAFA ou 2 femmes à la RAFA aux Jeux Olympiques. C'est surtout avec cette somme d'argent que tu aurais pu faire plein de choses. Alors des boulodromes, des écoles de pétanque, ceci, cela, parce que le sport boule va en diminution. Encore, on a quelques générations, mais vu comment ça se passe, l'impolitesse, l'incorrection, c'est dramatique. Alors, les punitions sont à l'image malheureusement de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a des lois, mais on ne fait pas punir. Mais je te promets que si tu mets 20 ans à 2 mecs de suite, tu verras que ça va calmer. Mais il faut absolument calmer tout ça, jouer dans la politesse, dans la correction. On dirait qu'on est un sport. Alors déjà, il y avait l'alcool, on a supprimé l'alcool, c'est bien, mais il y a trop d'impolitesse, trop de choses qui ne vont pas. Voilà, on va en terminer là. Pour finir, je veux te dire, c'est conclusion, un petit mot pour toi. C'est d'une chanson, souvent je la mets, cette chanson, elle dit « Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent ». C'est beau. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Pour moi, c'était très important, parce que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour toi. Je te remercie. J'ai été très blessé parfois d'entendre des choses après 86 te concernant, et concernant la fameuse chance que vous auriez eue sur des terrains de rafle et tout. Mais on n'est pas champion de France par hasard. Avec les équipes que vous avez battues, le palmarès que tu as mérite le respect, et sache en tout cas que moi j'en ai énormément. C'est merci. Merci à vous. Voilà, donc c'était une interview riche, longue, avec un passionné, quelqu'un qui a une grande expérience, qui sait de quoi il parle. Bon, il y a de la longueur, et il faudra que mon ami Philippe, au niveau du montage, fasse des restrictions, mais le jeu en vaut la chandelle, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un champion de France. Donc, c'était vraiment quelque chose de... Je suis assez ému parce que Patrick représente pour moi quelqu'un qui est un exemple, et je pense que c'était important de faire cette interview avec lui aujourd'hui. Et on verra où nous emmènera notre caravane la prochaine fois, la caravane d'Objectif Pétanque Plus, sachant qu'avec les restrictions, le confinement, on est obligé de se limiter à nos départements de limitrophes avec Philippe, mais on ne désespère pas d'aller un petit peu plus loin bientôt. Et je vous demande de prendre soin de vous, d'être attentifs, et puis je vous dis à très bientôt les amis.